Aujourd'hui, la télévision communautaire du secteur normandin vous présente les affaires municipales, œillets et chrysanthèmes, la pastorale, le pianiste Claude Savard, un coup d'œil sur une journée d'information étudiante à Dolbeau et la maternelle de Normandin. Mais avant de vous présenter cette émission, voici un message important de votre Canal 4. Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez reçu la semaine dernière une formule questionnaire au sujet de votre poste de télévision communautaire du secteur de Normandin. Il est d'une importance capitale que vous remplissiez ce questionnaire et que vous nous le fassiez parvenir le plus tôt possible. Il y va de votre intérêt, il y va également de la survie de votre poste de télévision communautaire. Veuillez prendre note des différents modes que vous pouvez utiliser pour nous retourner votre formule questionnaire. Vous pouvez tout d'abord le remettre à un étudiant de l'école secondaire de Normandin qui pourra le déposer au bureau du frère Ferland ou encore au bureau de l'abbé Denis Laroche. Vous pouvez aussi le déposer à votre caisse populaire dans votre localité. Il y a à cet endroit une boîte spécialement destinée à cette fin. Vous pouvez, en troisième lieu, nous l'envoyer par la poste à l'adresse suivante, TV communautaire, secteur de Normandin, école secondaire Normandin. Avant de terminer, permettez-moi une synthèse rapide. Remplissez votre questionnaire, faites-nous-le parvenir par un ou l'autre des trois modes proposés, c'est-à-dire, premièrement, le remettre à un étudiant du secondaire, deuxièmement, nous le faire parvenir ou par la poste, ou enfin, la déposer à la caisse populaire de votre localité. Alors, nous comptons sur votre collaboration et nous vous remercions beaucoup. Bonjour. Dans le cadre des affaires municipales aujourd'hui, nous avons comme invité M. Paul Fournier, qui est maire de Gérardville. Bonjour, M. Fournier. Bonjour, mademoiselle. M. Fournier, depuis quand êtes-vous maire de Gérardville? Depuis 10 mois seulement. En quelles circonstances êtes-vous devenu maire? Avez-vous été élu par élection générale? Non, j'ai été élu par tous les membres du conseil de la paroisse, par le choix des conseillers, que j'ai été élu maire à Gérardville. J'étais même pas chez nous, j'étais allé me promener en Floride pendant l'an passé. Et puis, disons que j'étais arrangé d'avance. Il m'avait demandé si j'acceptais. Mais quand ça s'est passé au conseil, je n'étais pas chez nous. Je n'étais pas au conseil non plus. Occuper cette fonction de maire, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous demande? Ça demande assez d'ouvrage. Surtout du côté entretien, la paroisse. Hein, c'est un peu toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. À des moments donnés, une route se brise, quelque chose. Vu que je travaille au garage, je fais peux souvent organiser, faire ça par téléphone. Hein. Vous avez d'autres fonctions en plus? Oui, je suis garagiste. Et puis, je me trouve pas mal toujours à être au village, au garage. Ça fait que quand il arrive quelque chose, ça a un certain avantage pour, disons, des choses qui peuvent arriver, comme l'hiver, il va y avoir un gelage de l'eau va geler quelque chose, ou comme là, il fait assez froid, hein, ça fait que c'est des choses qui peuvent arriver. Souvent, quelqu'un a besoin d'un conseil, pas vraiment un conseil, une information au maire, je peux lui rendre des services. Malgré toutes vos occupations, vous êtes toujours assez disponible? Oui, pas mal toujours chez nous. Les transports scolaires aussi, ça m'arrive d'être obligé de faire des courses, de chauffer un voyage en autobus, seulement que quand même, pas mal toujours chez nous pour la population. Depuis que vous êtes maire, vous avez sûrement réalisé des choses. Votre première réalisation, ça a été quoi? Ma première réalisation, ça a été le réélargissement de la rue principale au village de Gérardville, qui a été faite une partie par la paroisse et la balance par le gouvernement. On peut évaluer à combien cette... La partie qui a été payée par la paroisse a été environ 2000 quelques cents dollars, 2300, quelque chose comme ça. Puis la balance a été payée par le gouvernement. Mais je ne peux pas dire le montant, parce que là-dedans, il y avait le réélargissement de la rue,
faire le fond, le terrassement. C'est nous autres qui le fait. La balance, l'asphalte, tout ça, ça a été fait par le gouvernement. Mais dernièrement, vous avez eu à résoudre un problème en plus. Qu'est-ce que c'était? Ben, on dit un problème. C'était plutôt c'était un danger qu'il y avait pour la circulation. C'était une route qui était terriblement glissante. Depuis que l'asphalte a été fait, la route qui part de la route régionale, qui s'en va à Gérardville, cette route est en asphalte. Et puis quand il neige l'hiver, là, il fait beaucoup de trafic lourd sur cette route. Et puis le trafic lourd se trouve à taper la neige. Puis l'asphalte, un chemin d'asphalte, c'est pas comme un chemin de gravier. Ça, quand quand la température est douce, le chemin vient terriblement glissant. Et puis, vu le danger qu'il y avait, ça fait plusieurs années, ça fait 2-3 ans, que c'est demandé d'avoir du sel et puis du sable sur cette route. Et puis, c'était assez difficile d'avoir, parce que dans les autres paroisses, ils ne le donnent pas. On a pu avoir ça par rapport... ils ont considéré que c'était une route plutôt industrielle, vu les gens des paroisses d'alentour qui sont obligés de voyager matin, midi et soir pour aller travailler Donc, ça a dans ces profité industries. à d'autres gens Oui. en dehors de Gérardville. Oui, aux paroisses d'alentour, comme Normandin, Albanel, ceux qui viennent travailler dans ces industries-là. Après ça, toutes les personnes qui se trouvent aller travailler en forêt, ceux qui voyagent, les camions, qui charroient en forêt, mais ils passent sur cette route-là. Le bois qui est fait à Sémoulin, qui est ici à Sémoulin, est transporté à Delbault puis à Normandin pour se faire, on appelle ça faire planer le bois. Puis là, il se trouve à tout circuler par cette route-là. Ce projet a été financé par qui? Est-ce que c'est une taxe spéciale? Non, c'est plutôt une faveur que nous avons eue du gouvernement pour sabler cette route. Ça occasionne pas beaucoup de dépenses pour la municipalité, à part que amincir le chemin. On appelle ça amincir le chemin. Après qu'il y a une tempête, il faut que le chemin soit... Il passe une machine spéciale, un peigne sur le chemin, là, pour ôter toute la glace, pour qu'il reste le moins épais de glace possible, pour pouvoir l'enlever avec le sel que le gouvernement dépose sur la route. Puis, dans d'autres sujets, avez-vous des choses que vous aimeriez voir se réaliser? Pour le moment, la paroisse est pas mal organisée dans tout le... Nous avons un camion-citerne, nous avons une organisation de l'OTJ pour les sports, les jeunes. Encore dernièrement, nous avons eu les 48 heures de ballon-ballet, là, puis les gens s'amusent normalement dans la paroisse. Et puis, il y a toujours quelque chose à faire. Seulement pour une paroisse comme Gérardville, qui n'est pas une grosse paroisse, on a pas mal tous les services que nous avons besoin. Avez-vous des projets immédiats? Comme projet, nous avons une route, la route qu'on appelle la route du Grand Rang, on espère bien que le gouvernement pourra la travailler, commencer à la travailler l'été prochain, quand il va y avoir l'élargissement de cette route, parce que c'est une route qui a qui est chaoteuse. Hein? Il y a des petites côtes, beaucoup de petites côtes. C'est pas des grosses côtes, mais c'est des places dangereuses l'hiver. On espère bien que ce chemin-là pourra être travaillé prochainement. C'est pas vraiment une promesse qui nous a été faite, seulement que je pense que prochainement, il va y avoir du livrage de fait dans cette route. Rencontrez-vous beaucoup de collaboration de la part des contribuables puis des organismes que vous avez au sein de la paroisse? Oui. Seulement qu'il y a toujours une chose, je pense que dans toutes les paroisses, dans tous les conseils, c'est la population ne répond pas tout à fait assez aux assemblées qui sont le premier lundi de chaque mois à 8 heures, toujours à la même place, à la salle de l'OTJ, chez nous à Gérardville, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient à l'Assemblée. Je suppose qu'ils suffisent que l'ouvrage est bien fait, oui. Seulement qu'on aimerait beaucoup avoir que la population assiste plus aux assemblées. Quand il n'y a plus de monde, ça fait sortir d'autres idées. Puis, suggestions, c'est bon. Nous avons toujours, il y a des associations, des organisations. Quand il y a des besoins, disons, un peu urgents, ils viennent, quelqu'un vient au conseil, ils font des demandes, puis quand la demande est acceptable, suivant les conseillers, juge à propos que c'est quelque chose qui peut avoir du bon sens, on travaille là-dessus, on étudie la chose. Le village et la paroisse, est-ce qu'ils partagent les mêmes responsabilités financières ou si c'est séparé? C'est pas séparé. Il y a la taxe générale
qui est une taxe qui est payée par la paroisse et par le village. Seulement, pour l'arrondissement du village, il y a une taxe spéciale, comme pour l'eau, le service d'eau, d'égout, après ça, l'enlèvement des déchets. On appelle ça les poubelles, là, enlever les poubelles, les déchets. Seulement pour ceux qui en bénéficient ouais, dans seulement, le village. seulement l'arrondissement, ceux qui sont dans, disons, d'un lot à une certaine partie à une autre, là, qui font partie du village, ceux-là payent une taxe spéciale. En plus En plus de taxes ordinaires, la taxe générale, oui. Bon. Votre principale source de revenus pour la municipalité? La principale source de revenus de la municipalité, ben, c'est la taxe générale. Après ça, la taxe de vente qui revient du gouvernement. Une taxe qui revient du gouvernement, une taxe qui est chargée, disons, sur la taxe de 8 qu'on paye là, au gouvernement, ben, il y a une partie qui revient à la paroisse. Est-ce qu'on rencontre cette taxe dans les autres paroisses? Oui, tout dans les autres paroisses. C'est compté, ils appellent ça compté au prorata de population. Après ça, suivant la taxe qui se paye dans la paroisse, hein, suivant comme nous, à Girardville, dans une paroisse pas mal industrielle, il y a beaucoup de grosses machineries qui s'achètent. C'est ça qui fait que nous recevons un bon montant de taxes par année du gouvernement. Bon. Êtes-vous satisfait des finances de la municipalité présentement? Oui, la municipalité est en bonne condition financière. C'est un plaisir d'être à la tête d'une municipalité qui est en bonne relation financière. Hein. Ouais. Je vous remercie beaucoup, M. Fournier, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est tout ce que nous avions ce soir aux affaires municipales. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine. L'émission a été réalisée par Ghislaine Boivin avec la collaboration de Gérard Pinchot au son et de Denis Harvey à la caméra. Et moi-même, Muriel Pinchot, qui vous dit au revoir. Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre beaucoup de personnes qui me demandent quoi faire avec leur Dieffine-Bacchia qui est rendu beaucoup trop long et souvent assez laid parce qu'il y a des feuilles juste dans le haut et très très peu dans le bas. Alors disons qu'on regarde brièvement cette semaine qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a une technique qu'on appelle le marcottage aérien qui consiste à faire pousser sur une tige des racines pour nous permettre de redescendre un bouquet dans un pot et raccourcir la tige par le fait même. Alors, c'est une technique qui est relativement simple en soi. Le premier point qu'on prend, disons qu'ici, j'ai un Dieffine-Bacchia qui a été lui-même raccourci. Alors, on fait dans la tige même des incisions quelque peu creuses, disons un quart de pouce ou un demi-pouce de creux, de biais, si vous voulez, dedans. On place un cure-dent. Et autour de tout ça, maintenant, on enveloppe ça avec quelque chose d'humide. On a un exemple ici de mousse de tourbe qu'on peut rendre humide. Mais vous allez me dire, de la mousse de tourbe, on trouve ça couramment dans les savanes ou dans les forêts, mais à ce temps-ci, on en a moins. Ben, vous pouvez mettre de la ouate, par exemple, ou un papier genre buvard ou quelque chose du genre qui va absorber l'humidité. Alors, on fait des incisions. On place un cure-dent, on en fait, disons, 3 pour la grosseur de la tige qu'on a ici, tout le tour. On place des cure-dents pour tenir ces incisions-là ouvertes. Et là, on entoure ça avec quelque chose d'humide, de la mousse. On recouvre le tout maintenant avec un papier cellophane ou un plastique quelconque qui sera cependant transparent pour nous permettre de voir à un moment donné quand, dans tout ça, on aura assez de racines. Alors, une fois donc qu'on a mis notre plastique, on attache le tout en haut et en bas. Et occasionnellement, il va falloir arroser pour que ça soit toujours tenu en milieu humide. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se produire au bout là, de 3 semaines ou 1 mois? Alors, j'ai à mes côtés une autre plante qui, elle, est beaucoup plus grosse. Et si on remarque qu'il y a moins belle apparence. D'abord, elle est très, très longue, très branlante.
Et on a fait justement un marcotage aérien. Alors disons qu'ici, je procède à l'inverse de ce que je viens de vous dire. On peut enlever d'abord le plastique qu'on a mis autour. Et on voit maintenant, si on enlève toute cette mousse, très délicatement d'ailleurs, qu'on a une quantité assez grande de racines qui ont poussé et qui vont nous permettre justement d'être capables de redescendre notre bouquet. Alors, on voit ici tout le système radiculaire de la plante qui est nouvellement développé et contient constamment l'humidité. Alors, une fois qu'il y aura assez de racines dans l'enveloppe, si vous voulez, dans le manchon qu'on a fait, eh bien là, ça nous permettra de couper en dessous de ces racines-là le plant et de le replacer, si vous voulez, dans un pot beaucoup plus court. Alors, ça nous évitera d'avoir une plante là, qui est très branlante, très longue, avec du feuillage uniquement par le haut. Mais il y a un point qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à l'intérieur de cette mousse de tourbe ou de ce papier qui est imbibé d'eau, on doit toujours maintenir une très, très haute humidité pour avoir des racines. Le Diephinbachia est une plante qui a justement cette particularité de pousser très, très vite, si elle est bien fertilisée. Elle a aussi cette particularité de faire beaucoup de racines pour nous permettre d'être capable de faire justement ce marcotage. Alors, ce n'est pas toutes les plantes qu'on peut réussir de la sorte à faire du marcotage, mais disons que le Diephinbachia se présente bien pour ça. Alors, une fois donc que vous avez retransplanté, celui-ci est un Diephinbachia, disons, qui a été coupé après avoir fait un marcotage. Alors, on le replante à nouveau, mais la toute première condition qu'il ne faut pas oublier dans ces conditions-là, c'est que la nouvelle plante a quand même beaucoup de feuillage, mais elle a peu de racines. Ce qui veut dire en pratique qu'en ayant beaucoup de feuillage et peu de racines, bien, elle a besoin de beaucoup d'eau, même si cette tige-là est très grosse. Elle a besoin de beaucoup d'eau quand même. Alors, les premiers temps qu'on a mis notre Diephinbachia en terre, on doit l'arroser beaucoup pour que ces racines-là puissent prendre de l'expansion à la grandeur du pot et être capables de bien se développer. Disons maintenant, pour faire un résumé, beaucoup de gens nous disent les feuilles de mon bouquet jaunissent. Il y a, dans un résumé là, que j'ai ici en main, 14 causes ou 14 possibilités, si vous voulez, pour lesquelles les feuilles de votre bouquet peuvent jaunir. Alors, disons que je vous les énumère et ce sera à vous de regarder laquelle de ces causes-là peut être déficiente chez votre bouquet. On dit la première cause, trop d'eau ou pas assez. Bien, on en a déjà parlé aux émissions antérieures, on ne reviendra pas là-dessus. Exposition subite au plein vent ou au plein soleil. Alors, disons qu'une plante est habituée à l'ombre. Vous la mettez en plein soleil, ça peut être une cause de jaunissement des feuilles. La plante est habituée à l'intérieur, vous la sortez brusquement à l'extérieur pour lui faire prendre l'air. Eh bien, à ce moment-là, ça peut être une cause encore. Une lumière solaire insuffisante. Une plante qui manque de lumière, la première réaction qu'elle éprouve, c'est que ses feuilles jaunissent. Un autre point, les courants d'air froid. Bon, on a beaucoup insisté là-dessus pour pas que la plante séjourne dans des endroits où, disons, l'air ambiant est très froid, ou se déplace très souvent, tout près des châssis, par exemple, ou des bouches d'air chaude. Une autre chose, la sécheresse de l'air. On sait que nos systèmes de chauffage ont tendance à assécher beaucoup l'air. Alors, la plante aime bien se retrouver dans un milieu qui est quand même avec un minimum d'humidité. Alors, le fait, par exemple, qu'on place nos plantes dans un endroit qui peut être très sec, ça peut être une cause de jaunissement des feuilles. Le dérangement ou le bris des racines, ça peut être encore aussi un point qu'il faut surveiller au moment de la transplantation particulièrement, parce que là, on peut partir avec un système radiculaire qui est réduit, mais le réduire encore beaucoup plus si on ne fait pas attention pour ne pas briser les racines. Un manque de nourriture ou une carence d'un élément fertilisant, comme on a vu la semaine passée, peut être aussi une cause. Il est sûr que par les symptômes, pour celui qui est habitué, on peut reconnaître sur une feuille, par exemple, une carence de fer, de bore ou de zinc ou de manganèse, des choses comme ça. Mais pour vous qui êtes peut-être moins habitué ou moins familier avec ça, disons qu'une feuille qui jaunit, ça peut être une cause d'un manque de fertilisant. La présence d'un parasite. Bien, dans votre terre, il peut y avoir des insectes, ou même sur votre plante directement. Il peut séjourner là des insectes qui vont faire dommage à la plante, très souvent altérer et les feuilles et les tiges,
et vous causez cette espèce d'aspect jaunâtre qu'on retrouve assez souvent. Il peut aussi avoir une blessure sur la feuille. Vous avez pu, par exemple, frôler une feuille et à ce moment-là, la casser. Alors, toute une partie de la feuille est privée de la sève qui est pleine de nourriture. Alors, la feuille est plus ou moins morte dans ces circonstances-là et ça peut être encore là une cause de jaunissement. Vous avez aussi l'application d'un produit chimique trop concentré ou incompatible. On vous a recommandé de mettre des engrais, mais à un moment donné, vous avez pu en mettre trop. On est mieux d'en mettre moins, disons, que de risquer de créer un excès qui pourra faire dommage à la plante. Mais ce qu'on entend par produit incompatible, c'est qu'à un moment donné, on a parlé de cette eau de vaisselle qu'on pouvait garder et pour mettre sur les bouquets dans le but de les engraisser. Bien, dans cette eau de vaisselle, il peut y avoir un produit chimique qui est très nocif pour la plante. Et dans ces circonstances-là, les feuilles peuvent jaunir. Vous avez aussi le dommage par le gel. Une plante qui est placée, par exemple, sur une tablette de châssis et qui va tout simplement geler parce que la feuille va toucher à la fenêtre ou à la vitre et elle va attraper, autrement dit, du froid. L'air impur ou l'air vicié. Bien ça, disons que ça se présente moins dans nos maisons. Il ne faut pas que ça se produise parce qu'on ne serait pas en santé, mais on peut placer un bouquet dans un endroit, par exemple, hypothétiquement près d'une fournaise à l'huile dans une cave pour le remiser. Alors, les émanations d'huile peuvent, à l'occasion, détruire un bouquet. Un enduit nuisible sur les feuilles est la dernière cause qui peut faire jaunir les feuilles. Bien, très souvent, on pense beaucoup à faire le ménage de la maison, brosser les tapis, faire les poussettages, mais on ne pense pas à la propreté de nos bouquets. Occasionnellement, il faut donc passer un linge humide sur le feuillage de nos plantes, très délicatement, en les essuyant, pour tout simplement enlever le surplus de poussière. Il y a une chose qui, cependant, est à éviter, c'est qu'on vend des produits pour rendre la feuille très luisante. D'accord, c'est très beau, mais on peut risquer, chez certaines plantes qui sont pour nous de grande importance ou de haute qualité, on peut risquer de les abîmer avec ces produits. Alors, le seul procédé, le plus naturel qui soit, c'est de prendre un linge humide et de le passer très délicatement sur la feuille pour enlever le surplus de poussière qui peut séjourner là. Alors, disons que c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle que nous avons toujours un courrier. Vous semblez, je ne voudrais pas choquer personne, très peu éloquent dans vos lettres parce qu'on en reçoit très peu. Alors, il nous fera toujours plaisir de vous accueillir, soit par lettre, soit par téléphone, à l'adresse suivante, case postale 130 Normandin, le programme œillet et chrysanthème. Alors, je vous invite donc la semaine prochaine à venir nous rencontrer à nouveau. Et si vous avez des suggestions, il ne faut absolument pas vous gêner pour les faire. Au revoir. Chers amis, bonjour. Il existe un fait dans le secteur normandin
un fait que bien des gens ont constaté, c'est que c'est la présence d'un chalet de la pastorale à Saint-Thomas-des-Dymes. Ce chalet-là a été aménagé après bien des démarches, après bien des recherches aussi. Et ce chalet-là a été une initiative d'abord du village de Saint-Thomas, qui l'ont construit sur les travaux d'hiver, et après ont bien voulu le louer à l'école secondaire Normandin pour l'utiliser en vue de rencontres de jeunes. Tout à l'heure, on pourra parler aussi de rencontres d'adultes aussi qui se font là. Alors, c'est un fait dans le secteur que tout le monde est au courant, j'imagine, qu'il existe un chalet de la pastorale. Depuis longtemps déjà, on tenait des stages dans différents chalets appartenant à des particuliers. Et après ces expériences de jeunes, de fin de semaine, on a cru bon, disons, de systématiser ces rencontres, d'ériger enfin un système qui permettra aux jeunes de tenir des stages d'une façon assez régulière. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis, j'ai ici à mes côtés quelques personnes, des professeurs, des étudiants, qui sont ici avec moi pour vous entretenir sur l'importance de ce chalet, la nécessité, oui ou non, enfin on va en discuter ensemble, on va ensemble faire ressortir des idées sur ce qu'ils pensent de ce chalet-là. D'abord, à ma gauche, le frère Wilbrod Tremblay, frère mariste, qui est ici depuis septembre dernier. Aussi, mademoiselle Sylvie Boivin, de classe du commerce, ici à l'école secondaire. À ma droite, sœur Rosita Tremblay, sœur du Bas-Conseil, travaille aussi dans les stages. Et enfin, et non le moindre, M. Julien Ferland, élève de 10e année, qui travaille dans les stages depuis déjà quelques années. Alors, bon. Alors pour toi, Julien, qu'est-ce que, d'après toi, les étudiants vont chercher à un stage de fin de semaine? Premièrement, dans les gens qui vont à un stage en fin de semaine, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui vont là pour s'amuser, ceux qui vont là pour travailler. Dans ceux qui vont là pour s'amuser, puis s'amuser, ça comprend aussi se connaître, apprendre à connaître l'autre encore plus profondément que seulement en surface comme on fait à l'école. Il y a les stages de classe. Ils vont là pour se faire du plaisir, se rencontrer, mieux se connaître aussi. En même temps, pas seulement dire, ah ben lui, il est comme ça. Ils connaissent encore plus en vivant avec lui. Ils vont là aussi pour dialoguer, s'informer un peu, c'est un peu comme un genre d'information aussi sur l'autre. Ouais. Puis les gens qui vont là pour travailler, il y a les mouvements parascolaires. Ils vont là pour se rencontrer également, apprendre à connaître l'autre, encore plus profondément, parce que c'est un peu leur but. Rencontrer différents responsables de différentes organisations, c'est pour moi comme Suco, La Source, ou des choses comme ça. Puis dans ces organisations parascolaires-là encore, il y en a qui vont là pour connaître un peu les misères du tiers-monde, approfondir ça, trouver des moyens de les aider. Tandis qu'il y en a d'autres dans les gens qui vont travailler, qui vont là pour travailler. Il y en a qui vont là vraiment pour travailler, là, c'est un stage de travail, il n'y a presque pas de temps libre. Maintenant, Julien vient de nous dire, vient de nous préciser un peu les deux sortes de stages qu'on peut tenir là-bas. Stage de connaissance en particulier, aussi stage de travail. Maintenant, Sylvie, on peut très bien travailler à l'école, on peut très bien aussi à l'école se connaître. Je prends des élèves qui sont ensemble depuis 3 ans, 4 ans. Toi, tu es en 11e année. Tu rencontres des jeunes depuis des fois 4 ans ici à l'école, de Girardville, d'Altanel ou d'un peu chaque paroisse. Qu'est-ce que, d'après toi, on va chercher de plus là-bas qu'on n'a pas ici à l'école? La chose primordiale, je pense que c'est la connaissance de l'autre. Oui. Ici, à l'école, on peut se connaître, on peut se parler, on se dit bonjour en passant dans le corridor, mais je pense pas qu'on se connaisse vraiment là-bas, au chalet de la pastorale, on a l'ambiance pour se connaître. On a tout ce qu'il faut pour se connaître, on vit ensemble, on parle ensemble, on jase ensemble, on fait tout ensemble. Parce qu'ici, en fait, si on regarde un peu le système, c'est qu'à 4 heures, tout le monde disparaît. Hein? La grande jaune s'amène dans la cour et enfin, dans l'espace de 5 minutes, tout est vidé. Et je pense que c'est un peu le complément à vos classes, là,
à vos études intellectuelles. Je pense que vous allez chercher là-bas, sur le plan de connaissance à travers les loisirs ou autres. Je demanderais à Frère Wilbrod, justement, de préciser un peu dans les stages, qu'est-ce qui se passe dans un stage, les grandes articulations, si tu veux, d'un stage de fin de semaine, de 24 heures. Donc, nous avons établi comme ligne générale pour tous les stages, la plupart des stages qui sont organisés à l'école. Là, on essaie de respecter 3 grandes lignes qui vont nous permettre d'animer les stages. Alors, une des premières lignes, disons qu'on va avoir, c'est l'aspect loisir. On va insister beaucoup sur les loisirs. Et on va essayer de mettre l'importance sur les loisirs où il y a de la création. C'est pas seulement pour s'amuser, pour faire passer le temps, mais il y a un aspect éducatif qu'on veut mettre dans les loisirs. Et on profite beaucoup du grand air et on profite surtout de l'endroit à Saint-Thomas. Je pense que le décor et puis le milieu s'y prêtent beaucoup. Alors on essaie d'exploiter le milieu physique au maximum. Il y a une deuxième ligne aussi qu'on insiste beaucoup, c'est sur l'aspect rencontre. Je pense qu'une dimension très importante où on peut se rencontrer sur l'aspect loisir, mais on peut se rencontrer aussi sur un autre aspect très intéressant, surtout pour des étudiants, sur les discussions. Être capable de connaître l'idée de l'autre, d'échanger nos idées à partir de problèmes concrets, de situations réelles de l'étudiant. Alors, soit qu'on travaille en équipe, soit qu'on travaille en atelier. On peut travailler aussi à partir d'un film ou d'un audiovisuel. Donc, c'est différents moyens qui sont à notre disposition. Il y a une troisième ligne aussi qu'on insiste beaucoup, c'est l'aspect liturgique. On essaie de donner aux étudiants, les étudiants qui sont là, on essaie de vivre un temps fort de liturgie. Je crois que c'est important d'insister, surtout que le milieu s'y prête, le milieu est très favorable pour ces rencontres-là. Donc, comme souvent, comme disait Sylvie tout à l'heure, on va là pour se rencontrer, pour se connaître. Donc, on peut se connaître dans les loisirs, se connaître dans les rencontres, discussions, et se connaître aussi dans une autre dimension, la dimension liturgique. C'est bon, ça. C'est absolument les 3 grandes lignes qui... Je pense que c'est de respecter très bien aussi le jeune d'ici, qui est quand même un chrétien, je pense, puis qui a à approfondir sa foi. Alors, au niveau de la liturgie, ça lui permet de vivre vraiment une expérience formidable. On n'a pas toujours la possibilité de vivre dans nos églises. Maintenant, Sœur Rosita, je ne sais pas, comment est-ce que tu vois ton rôle, tu vois, dans les stages au chalet de pastoral? Bien, je sais que dans l'organisation, ce sont des hommes, la plupart. Maintenant, je vois très bien la femme là, parce que la femme, dans toute organisation, la femme a un rôle vraiment spécial à jouer. Et vu que les stages sont mixtes, puis parfois, ce sont des stages tout à fait seulement garçons, seulement filles, mais tout de même, je pense qu'il y a quand même un élément à apporter, parce que la femme peut donner, créer un climat, par exemple, climat d'épanouissement, très sympathique. Il y a l'affaire aussi de la cuisine, qu'on se préoccupe énormément. Alors, dans l'organisation, la femme doit voir vraiment à ce que chacun vive. Et pour vivre, ben, faut pas seulement avoir des idées dans la tête, je pense. Il faut avoir quelque chose au ventre. Alors, il faut manger. Il faut se servir. Alors, on a organisé des repas. Ensuite, même avec les gars, on dit des fois, les filles sont bonnes là-dedans. Mais j'ai eu à organiser des stages et il y avait seulement des gars dans les stages et les garçons eux-mêmes sont venus, puis ce sont eux qui ont fait la cuisine, qui ont organisé l'affaire. Alors, ça se passe. Je vois même dans l'organisation du coucher aussi, qu'on peut avoir un rôle à jouer aussi, parce que la femme dans la société, elle ne doit pas se limiter seulement à des choses de la maison, mais je pense à des choses qui sont plus sociales. Et partout où il y a une tâche humaine à remplir, la femme doit y être, je crois. Bon. Oui. Est-ce que Sylvie, ma sœur Rosita, a parlé beaucoup de présence féminine au stage, au niveau des adultes. Mais toi, Sylvie, as-tu déjà eu à organiser des stages de classe ou de mouvements ou de différentes façons?
Quelquefois, oui. Disons que les responsabilités qu'on donne, surtout aux filles ou aux femmes, disons, sont surtout la popote. Ah bon? On met les filles responsables de la popote pour bien faire manger les participants du stage. Ensuite, les autres responsabilités sont les responsabilités pour le ménage, Oui. qu'on attribue grandement à la fille, parce que disons que les filles sont un petit peu plus soignées de ce point de vue-là. Ah bon? Ensuite, disons que je pense que la femme, disons, dans un stage, moi, ça fait plusieurs que je fais, ça fait quelques stages que je prépare, et je pense que c'est nécessaire. Puis toi, tu es une étudiante, là, quels sont peut-être les avantages que tu as perçus à travers tes expériences de vie au stage? Qu'est-ce qui t'est resté? Est-ce que ça... On dit souvent, parfois on dit que ça ne sert pas à grand-chose, ou qu'est-ce que ça donne? On essaie de peser ça là, dans une balance matérielle. Alors qu'est-ce que tu as pu retirer des stages, oui, que tu as pu donner aussi? Mon Dieu, ce que j'ai pu retirer, c'est bien des choses, mais je pense que ce que j'ai donné, pour moi, ça a plus de valeur que ce que j'ai reçu. J'aime mieux donner que... Pour moi, ça a plus de signification donner que recevoir. Je ne sais pas si Julien peut compléter ton appréciation ou dans le domaine des stages que tu as vécu là, au chalet. Et, donner, c'est vrai que ça a beaucoup plus de signification parce que là, on est là, nous autres mêmes, tandis que rester là, rien faire, puis recevoir, c'est pas... On vit pas un stage comme on le vit, si on donne. Alors tu vois, là, Julien, au niveau de l'animation d'un groupe, là, tu vois l'animation de la part des adultes, mais tu vois aussi celle de la part des jeunes eux-mêmes. Les jeunes eux-mêmes sont là pour animer aussi leur stage à eux, en fait. Hein. Ils ont beaucoup à apporter. Je pense que c'est une dimension d'un stage qu'il ne faut jamais négliger, qu'on ne faut pas toujours se fier aux professeurs, je pense, ou aux adultes, mais les voir comme une présence, là, mais le milieu lui-même, le groupe qui est là, s'animer aussi. Alors maintenant, Wilbrod, je pense que dans la préparation des stages, tu as eu à jouer un certain rôle, là, au niveau d'une certaine responsabilité. Est-ce que tu pourrais préciser davantage un peu ce rôle-là du jeune et de l'adulte ensemble? Alors, j'aimerais préciser ici concrètement comment est-ce qu'un stage s'organise. Alors, la plupart des stages que nous avons, c'est des stages au niveau des classes. Alors, on s'arrange que toutes les classes puissent passer durant l'année, mais on attend que la classe fasse la demande au responsable de pastoral. Et ensuite, lorsque la classe le désire, c'est le conseil de classe avec les responsables de la pastorale qui vont préparer le stage. Je pense que c'est très important que ce soit le conseil de classe. On insiste beaucoup sur les conseils de classe. Je pense que c'est une unité d'animation très importante ici dans l'école. Et si on veut faire quelque chose, que ce soit n'importe quel point de vue, au point de vue animation, au point de vue dynamisme dans l'école, il faut partir d'une cellule de base. Et moi, je crois ici, pour une école secondaire, c'est le conseil de classe. Tout est à partir de là par la réussite pour le dynamisme dans une école secondaire. Alors, on a pris cette unité de base ici, nous autres, pour les stages. C'est le conseil de classe qui va organiser, soit au point de vue matériel, soit au point de vue, il va prévoir les discussions, il va prévoir le transport avec l'aide de Denis, et ainsi de suite, toutes les principales affaires. Oui, je pense que ça habitue beaucoup aussi les jeunes à travailler en équipe. Hein. On confie à chaque équipe, là, en particulier, tel travail précis qu'il y aura peut-être là-bas à vivre ensemble. Et si le travail a été mal préparé, bien là, on est en mesure de constater, à partir de cette expérience-là, qu'est-ce qui a manqué. Pour compléter là, ce qu'on disait, l'aspect du conseil de classe, il y a aussi l'aspect des adultes pendant les stages. Oui. Le travail se fait très bien, je crois que depuis le début de l'année, ce qui nous regarde, nous autres, là, le conseil de classe, les étudiants, avec les adultes. Habituellement, il y a les aumôniers, parfois je suis là, sœur Augusta aussi, et il y a les titulaires de classe, plusieurs qui se font le plaisir de venir avec leur classe et de le préparer, et d'autres professeurs qui vont venir durant la veillée. En fait, chacun donne ce qu'il est capable. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ici, bien chers parents, en particulier, je m'adresse à vous. On s'est rendu, quelques personnes, discuter ensemble de stages qu'on a vécu. Moi, j'ai participé à plusieurs stages aussi. Et maintenant, j'aurais un appel à vous adresser. D'ailleurs, on l'a déjà fait aussi à plusieurs reprises. Vous êtes toujours invité à participer à ces stages-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques semaines, on a fait un stage
de tous les couples qui avaient suivi les cours ou les rencontres, disons, de service d'orientation des foyers. Ils se sont rendus au chalet pour vivre une soirée sur le plan échange, rencontre, connaissance et aussi sur le plan eucharistique, puisqu'ils ont eu une messe dont ils se rappelleront longtemps. Alors, aujourd'hui, vous nous avez vus ici, là. Maintenant, c'est pour vous dire, deuxièmement, que le chalet est ouvert à tout le monde. On a eu des rencontres d'aumôniers, on a eu des rencontres de commissaires d'école, on a eu des rencontres Enfin, là, au niveau des sports aussi, les sœurs sont rencontrées, d'après ce que vient de me dire Sœur Rosita, là. Ah oui, je pense que c'est la Sainte-Catherine l'an passé, hein? Tu avais été choisi pour faire le personnage. Alors, de toute façon, aujourd'hui, c'est une première émission qu'on fait ensemble. On aura sûrement l'occasion de revenir vous rencontrer à travers cette préoccupation que nous avons, nous, à l'école, les professeurs, les étudiants, les aumôniers aussi, de vivre de ces rencontres de fin de semaine. Je pense que ça apporte beaucoup sur le plan humain. Quant à le peser dans une balance, bien, j'hésiterais beaucoup à le faire. D'ailleurs, ce sont des choses qui ne se mesurent pas. Alors, en terminant, disons qu'à une prochaine émission, j'espère qu'on aura ici des parents qui viendront discuter avec nous sur quand leurs enfants ont retiré au stage, leurs inquiétudes des parents aussi lorsque leurs enfants vont au stage, leurs préoccupations, leurs soucis, enfin. On aimerait que cette émission se poursuive et nous ferons un plaisir et un devoir d'être présents avec vous pour enfin discuter de cette dimension vraiment importante des stages dans nos écoles. Je pense que c'est un chalet un peu unique dans le diocèse, même dans la province du Québec, d'avoir un chalet aussi bien préparé. Je dois remercier ici, souligner le travail formidable des frères Ferland, Louis et Félix, qui ont travaillé beaucoup sur le plan matériel, et des frères Maristes aussi en général. Les sœurs de Bon Conseil aussi, et certains parents qui sont venus travailler au chalet pour l'aménager, afin qu'il soit assez confortable pour prévenir des rhumes, des grippes et différentes choses. Alors aujourd'hui, on vous remercie beaucoup de votre attention et à la prochaine. Au revoir.
Normandin était visité cette semaine par un grand artiste canadien, déjà promu sur les dalles des plus grandes scènes artistiques du monde dans le domaine musical. En tournée jeunesse musicale, nous avons eu le plaisir d'écouter Claude Savard.
l'antenne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous vous reviendrons dans 1 minute environ.